Alors, je sais pas pour vous, mais moi, j'en ai un peu ma claque de ces militants pro-palestiniens qui utilisent les morts de Gaza pour mieux être antisémites. J'en ai un peu ma claque. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques jours, un abonné m'a fait montrer cette vidéo d'Ouria Poudidja faisant la promo de son livre contre l'antisémitisme et son instrumentalisation aux éditions La Fabrique, livre que je n'ai pas encore lu et je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire avant la fin de l'année parce que j'ai d'autres lectures autrement plus urgentes et agréables, et surtout que j'ai déjà fait une critique d'Ouria Boutedja avec Frédéric Balmont, militant de la CNT, sur Les Blancs, les Juifs et nous, et mon Dieu, source dans la description, podcast en tout cas dans la description, dans la chaîne principale, mais on va y revenir, parce qu'il y a d'autres sources aussi dans la chaîne principale. Donc, en quoi ce podcast m'a un peu agacé, parce que je l'ai un peu écouté, et en vrai, je pourrais faire un réac de 12 heures dessus, à quel point chaque phrase est un énorme mytho. Mais j'ai sélectionné un peu deux passages. Le premier parce que je trouve en plus, en fait, l'abonné qui m'a envoyé le lien de la vidéo, en fait, m'a contacté sur Insta pour dire regarde Martin, machin, regarde. J'ai regardé et mon Dieu, bon, de toute façon, cet abonné se reconnaîtra, je dirais merci à lui, qu'il continue. Et par rapport, il y a Ryu, le militant franco-japonais à qui j'ai enregistré les 3 podcasts sur le complotisme en Asie, avec qui il m'a envoyé le lien en me disant ouais, Ouria Poudidja parle de l'Asie. Ça m'a fait beaucoup rire parce que ça m'a fait beaucoup rire. Enfin bref, donc on va commencer tout de suite. Voilà, on va taper dans le dur, on va arrêter de faire les préliminaires. Donc on va passer cet extrait. J'aurais pas besoin de toute cette clarification probablement sur la question de l'antisémitisme puisqu'elle n'est pas centrale en Algérie. La question juive, et je parle pas de l'antisémitisme, mais la question juive n'est pas centrale. Comme c'est le cas dans peut-être un certain nombre de pays d'Amérique latine, comme ça peut être le cas en Asie. Donc, comme tu l'auras noté, la question juive n'est pas présente en Asie. Alors sur ça, alors effectivement, là, je vais faire un procès d'intention à Boutedja, parce que qui, dans nos cercles, connaît l'état des luttes en Asie? Non mais sérieusement, qui? Dites-moi, ça m'intéresse, parce que franchement, sur YouTube, je vois pas beaucoup de contenu là-dessus. En tout cas, mis à part mes 3 podcasts sur le complotisme en Asie, j'ai pas beaucoup. S'il y a des liens, s'il y a des trucs, mettez-le dans les commentaires, franchement, ça m'intéresse. Mais objectivement, tout le monde s'en bat les couilles de l'Asie, frère. À un moment donné, à gauche, globalement, c'est OSEF sur 20 l'Asie. J'ai envie de dire quelque part à tort, bien évidemment. Et pour ça que quand Ryu m'a contacté pour qu'on parle du complotisme dans le contexte asiatique, ouais, là honnêtement, j'ai pris un cours, parce que là, c'est le lore complotiste asiatique, il est sacrément retors. Et pour vous dire le niveau de street crédibilité de Ryu, où il a quand même un peu participé à l'arrestation de Boris Lollet au Japon. Donc, ça vous place un petit peu le niveau de sérieux du bonhomme. Je mettrai dans la description la fiche Wikipédia de Boris Lollet. Je crois qu'il y a une fiche Wikipédia. Pour faire simple, c'est un Conversano SSJ2. Voilà. Déjà, Conversano lui-même, voilà. Mais c'est un Conversano, SSJ2, voire SSJ3. Donc, voilà à peu près le niveau du bonhomme. Et donc, quand Ouria Boutedja te déclare « Oui, la question juive est absente en Asie », la réponse est faux. C'est Ouria Boutedja a tort. Et j'invite celles et ceux qui m'écoutent à écouter les 3 podcasts d'environ 1 heure sur le complotisme en Asie. Oui, il est notamment question de complot judéo-coréen. Mais à part ça, la question juive n'est pas du tout présente en Asie. Ouais, je sais pas. Donc, allez voir, les liens des 3 podcasts seront dans la description. Et d'ailleurs, il m'envoie un message sur le Discord en disant qu'en gros, cette partie l'a grandement fait rire. Et donc, à un moment donné, je ne peux pas voir en Ouria, soit il y a 2 thèses, soit Ouria nous prend vraiment pour des cons, dans le sens où a mis sur le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe en Asie sur la question juive. J'ai envie de dire même sur la question juive en France, la gauche y connaît pratiquement que dalle. Donc déjà en soi, même chez nous, déjà c'est technique. Alors à l'autre bout du monde, je pense que mine de rien, elle a fait un calcul assez cynique sur les blancs, ils y connaissent rien, j'ai les baratinés. Mais manque de bol, votre serviteur qui a un effroyable fouille-merde et un incommensurable curieux, j'ai trouvé intéressant qu'on parle de cette thématique quelques temps avant qu'Ouria dise ça. Donc à un moment donné, je voulais un peu flexer dessus. Bien tenté Boutedja, mais CSC.
et tu ne sais, à minima, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. Donc, ceci étant dit, on va y aller crescendo. Donc là, on va aller sur le deuxième passage qui m'a un petit peu énervé. Le voici. Les Juifs ont le droit, en France, d'être l'allié du pouvoir, de suivre les idéologies dominantes. Ils ont le droit d'être islamophobes, ils ont le droit d'être sionistes, ils ont le droit d'être de droite et d'extrême droite, mais beaucoup moins d'être d'extrême gauche, beaucoup moins d'être des coloniaux. Donc on voit bien qu'ils ont une place assignée. Et donc, ils sont soutenus par un État que je décrit comme philosémite, à partir du moment où ils sont loyaux vis-à-vis de cet État. Donc voilà, effectivement, il y a cette association de juifs, de conformisme avec le pouvoir, ce qui revient rapidement, juif est égal pouvoir. Comment dire, comment expliquer la chose extrêmement poliment? C'est un des plus vieux mythes antisémites qui soit. Je ne pense pas que ça soit le plus vieux. Je pense que le plus vieux date de moins 700 avant Jésus-Christ, sur la période assyrienne, où quand l'Égypte se fait envahir par les Assyriens, effectivement. Et donc, en fait, en gros, le bail, de toute façon, les camarades de JR ou d'Urar me corrigeront en cas d'erreur, mais je crois, en gros, le bail, c'est... j'ai un énorme doute sur la date, mais en gros, l'idée, c'est que les Égyptiens avaient perdu la guerre, mais malgré cette défaite, et ils avaient pour alliés les Juifs, je crois le pays de Juda ou je ne sais plus, ou en tout cas, il y avait les alliés étaient clairement juifs, et donc les Juifs ont pu garder leur liberté religieuse là où les Égyptiens l'avaient un peu perdue, et donc ça a nourri une espèce de rancune, une espèce de paranoïa de la part des Égyptiens en disant que oui, les Juifs en fait nous ont trahis, ils étaient depuis avec les Assyriens depuis le début, donc voilà, c'est pour ça, et puis on ne sait pas ce qui se passe dans leur temple, ça se trouve, ils vont enlever des enfants grecs pour les sacrifier, on ne sait pas trop, enfin voilà, donc... Sachant aussi que c'était une autre époque, les sacrifices d'animaux, c'était monnaie courante. Voilà, bon, à un moment donné, il y a eu tout un lore assez paranoïaque qui a perduré jusqu'à nos jours, jusqu'à l'affaire du Pizzagate. Voilà, et on va dire tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme complot reptilo-sataniste, bouffeur d'enfants pédos, disons que ça prend naissance à peu près à cet endroit-là, à cette période-là. Et donc ça, je crois que c'est vraiment la thématique la plus vieille d'antisémitisme. Et la thématique d'Alexandrie, du pogrom d'Alexandrie en 38 après Jésus-Christ. Alors, il faut savoir, je la fais en très très courte, je vais mettre aussi le lien du bouquin avec qui j'ai lu ce truc-là dans la description. Alors, en gros, on est sur l'Égypte est sous domination romaine, et en gros, les Juifs sont assez mal vus par l'autorité locale, par les autorités locales. Et donc, en fait, les Juifs, pour avoir gain de cause d'un point de vue du droit, parce qu'on n'est pas dans la démocratie avec égaux en droit, etc., donc c'est un peu technique, on va dire, mais disons que pour avoir gain de cause en termes de droit, les Juifs ont plutôt tendance à, en plus qui était prospère, dynamique, etc., au sein d'Alexandrie, ce qui pouvait aussi susciter des jalousies par rapport à d'autres communautés comme égyptiennes, voire grecques, et les Juifs, pour avoir un peu plus de droit, un peu plus de latitude, allaient directement demander à l'autorité centrale romaine. Donc il y avait ce raccourci pouvoir juif. Il y avait ce raccourci. Et bien qu'il y ait un pogrom a explosé en 38 après Jésus-Christ en Alexandrie, et justement ce mythe déjà un peu en amont de trucs un peu bizarres de sacrifices de Grecs au culte juif, etc. Et donc notamment ce mythe, entre guillemets, de ce raccourci de juif et d'égal pouvoir a participé à ce pogrom qui, je crois, est le premier de l'humanité. C'est le premier pogrom. Donc par rapport à ça, et donc ce qui a motivé en partie, je ne sais pas dans quelle proportion, mais en tout cas, je pense que ça fait indubitalement partie des motivations internes, cette association, en tout cas pour s'en prendre au pouvoir romain, effectivement, au lieu de s'en prendre directement au pouvoir, qui peut-être est un peu risqué parce que c'est s'en prendre aux légions romaines, et les légions romaines, elles sont équipées, militaires, tout ça, et donc je pense que c'était beaucoup plus facile pour s'en prendre au pouvoir dans leur vision en s'attaquant à une communauté qui était faible. Et surtout réduite à une minorité. Même si elle était prospère, etc., mais ça reste quand même une minorité. Donc il y a toujours ce mélange de contestation du pouvoir en s'en prenant à un groupe qui subit peut-être du racisme, ou en tout cas qui est une minorité au sein d'Alexandrie. Et là, Uriah Poteja nous réinvente le philosémitisme d'État, enfin nous réinvente, en tout cas le réactualise. Alors j'invite celles et ceux, j'avais fait un entretien avec deux entretiens avec Memphis Kriegberg où il critique
frontalement les thèses de Ria Boutedja concernant la notion même de philosémitisme d'État. Selon ses dires, c'est une explication antisémite à un bail antisémite. Bon, à un moment donné, je ne peux pas mieux dire. Si vous voulez l'explication de gros cerveau, je mettrai les liens des podcasts dans la description, bien évidemment. Mais on pourrait juste se concentrer sur le fait qu'associer juif et d'égal pouvoir. Je vais reprendre la définition de l'antisémitisme de Definer Willer dans son livre La question juive. L'antisémitisme, c'est considérer que le juif a quelque chose en trop. Et d'ailleurs, c'est une définition que j'avais utilisée dans mon récit de ma période soralienne, où il y était beaucoup de questions d'antisémitisme, etc., etc. Et donc, j'avais un peu cité dans ce podcast-là, justement, c'est la définition de Definer Willer. Et pour le coup, ça s'applique très bien. Pour le coup, là, les juifs ont un peu trop de connivence avec le pouvoir. Donc, quelque chose en trop. Le bail de Boutedja, en fait, est antisémite par nature, là. En plus de réactiver un imaginaire antisémite vu de plus de 2000 ans, bon, quand même, c'est... Apparemment, la gauche n'a toujours pas compris la leçon. Et c'est un non-sensorialien qui est obligé de faire la leçon. C'est quand même assez dramatique en soi. Après, certains diront, le syndrome de déconverti, à cela je leur dirais oui, peut-être, mais le fait est que j'ai raison. Je pense que c'est tout ce qui importe, véritablement, le vrai et le faux. Mais au-delà de tout ça, c'est vrai que, et puis plus tard, cette notion du juif et le pouvoir, ça donnait aussi la figure, encore une fois, antisémite du juif de cour, du juif comploteur, etc., etc., etc. Ce qui est aussi, là encore une fois, l'image du juif de cour, du juif, entre guillemets, qui s'acoquine avec le pouvoir en place. Bah oui, ça revient, c'est philosémitisme d'État. Donc il y a quand même un lien fort, c'est pas copier-coller, c'est pas du copier-coller, mais ça y fait quand même sacrément penser, quoi. Ça, en plus du fait que sur la question juive en Asie, elle a menti. Voilà, on va... Certains me diront, oui, mais elle a pas dit la vérité. Oui, mais en fait, elle sait pas trop les bails, elle a menti. Voilà. En tout cas, ce qu'elle a dit n'est pas vrai. On va faire simple. Faisons simple. Parce que Boutedja est très doué pour foutre de la confusion, expliquer pendant 4 heures, en fait, ce qui est assez simple. Voilà, en plus, c'est un peu le move Boutedja, c'est je lâche une dinguerie et je passe 4 heures à expliquer pourquoi j'ai pas dit ma dinguerie. Enfin, ce que vous avez compris, en fait, c'est j'ai pas réellement dit ça. Non, ça fait plus de 10 ans qu'elle nous fait le coup. À un moment donné, j'ai lu son livre, Les Blancs et les Juifs et nous, à un moment donné, non, pas à moi. J'ai été soralien, je connais la technique. Donc, à un moment donné, par rapport à ça, Boutedja, qui réactualise un imaginaire profondément antisémite, un des plus vieux tropes antisémites qui soit d'ailleurs, et dans un contexte social où les actes antisémites ont explosé en France. Je mettrai les sources dans la description et je les mettrai en screen dans le podcast. Les actes antisémites ont explosé. C'est pour ça qu'il y a un profond parfum nauséabond dans les affirmations de Boutedja, en disant plus ou moins que juifs, vous les juifs, en fait, vous êtes les dominants, alors que ces dominants subissent un racisme, en fait. Et ça fait écho au passage qu'elle a dit dans Les Blancs et les Juifs et nous, où elle disait, vous démerderez, retrouvez le nom de la page, de toute façon, j'ai fait un podcast là-dessus, j'ai lu le bouquin jusqu'à la gerbe, où elle tient, elle avait tenu le discours, l'idée que oui, tous les juifs se sont rangés derrière le sionisme, donc juif est égal sioniste, sioniste est égal colonisateur, donc on peut tuer les colons parce que c'est un acte de résistance, selon cette logique. Elle ne dit pas les choses comme ça, mais elle émet l'hypothèse en tout cas très forte que tous les juifs sont sionistes, en tout cas que les juifs se sont levés comme un seul homme pour se ranger derrière le sionisme. Ce qui est quand même assez pratique, vu que dans cette vision, le sionisme est forcément colonisateur, génocidaire, etc., etc. Donc ça pourrait justifier tout et n'importe quoi. Donc en substance, concrètement, en termes de conséquences concrètes, Boutedja est en train de fournir un alibi d'agression sur les juifs. Voilà. Et si vous ne me croyez pas aussi par rapport à la critique de Ria Boutedja, je vais mettre ces 2 brochures également dans la description, qui revient sur tout ça, sur les mensonges de Boutedja, sur le fait que, concrètement, c'est une réactionnaire. D'un point de vue concret, c'est une réactionnaire. Mais Boutedja, propos antisémites, vraiment incontestable. Et le plus flippant, en fait, c'est que sur le plateau, les gens la regardent en mode ébahis, en mode oh là là, c'est trop bien ce qu'elle dit. Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est du surréalisme de version décoloniale. Hein. Excuse-moi, j'utilise la formulation pour la provocation, mais en soi, c'est réel, en fait.
premier degré. À un moment donné, Après, ouais, mais Martin, voilà, c'est tout ce que tu as à dire sur elle. Eh ben non, Billy. Non. Laisse-moi te parler. On va revenir au troisième point, qui est le véritable dossier de tout ça, chers amis. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Nordin Saidi. Nordin Saidi, qui est un intervenant régulier des Black Panthers en Belgique. Des Bruxelles Panthers en Belgique, pardon. Black Panthers, c'est aux États-Unis. Et donc, voilà le screen où en fait, il y a moins d'un an, 8 mois, à peu près 8 mois pour être un peu plus précis, il y avait Françoise Vergès et Horia Bouteja qui faisaient une conférence avec ce gars-là au milieu. Jusque-là, vous suivez, ok? Et bah, ce gars-là a été viré du Marx, du R Marx, voilà, je mettrai le screen, voilà, pour glissement antisémite et négationniste. Ce gars-là a été viré en Belgique pour antisémitisme et négationnisme, pardon. Alors, on récapitule. Elle a menti sur la question juive en Asie. Elle ressort des vieilles théories antisémites parmi les plus vieilles. Et à sa coquine il y a moins d'un an avec un négationniste. Après, on pourrait dire, mais non, tu mens, et c'est pas un négationniste. Écoute, allez, on va accréditer la thèse. Qui est ce gars, qui est ce Nordin Saidi? Eh bien, il faut se rendre compte que Nordin Saidi fait partie du groupe Islam en Belgique. Je mettrai dans la description ce qu'est le groupe Islam. Le groupuscule Islam, en gros, bah, c'est le fantasme de l'extrême droite. Ils veulent établir la charia. Ils veulent établir un gouvernement réactionnaire issu du Coran. En tout cas, d'une interprétation réactionnaire du Coran et littéraliste. Et ce gars-là milite pour ça. Il a milité pour ça. Et je mettrai même sa vidéo où il se dit militer pour ce parti politique. Dites-moi, Dany Heraz, vous validez le move ou pas? Parce que moi, ça me pose question. Enfin, qu'est-ce qu'il a à dire, Wissam, par rapport à ça? Oui, c'est un indigène, donc il a le droit d'être réactionnaire. Ok, pourquoi pas? Donc, à un moment donné, moi, cette information, je l'ai déjà depuis un certain temps. Que Bouteja ressorte des vieilles thèses vraiment antisémites. Ok, ça ne peut pas vous convaincre. Ok, très bien. Mais quand elle est loin des regards français, quand elle va en Belgique, son discours est beaucoup plus frontal. Elle prend beaucoup moins de précautions qu'en France. Et elle n'hésite pas à s'associer avec ce genre de sac à merde. Quand tu as été viré pour antisémitisme négationniste, à un moment donné, c'est pas bon. Je pense que les comptes ne sont pas bons, Kevin. Et là, je voudrais un peu ajouter un petit peu un avertissement. En tout cas, prévenir un petit peu tous ceux qui tournent autour de la sphère Zawa. Barrez-vous. Mon petit doigt m'a dit que Mediapart commençait un petit peu à se poser la question de l'antisémitisme à gauche. Mon petit doigt m'a dit que. Voilà. Alors, si moi, modeste branleur, j'ai pu tomber sur cette info comme quoi Bouteja sa coquine avec un négationniste en Belgique, je vous laisse imaginer ce que Mediapart peut trouver comme dossier autrement plus vénère. Et vous savez comment est Mediapart. Quand ils sortent une info, ils ont 3-4 cartouches derrière. Parce qu'on pourrait me dire aussi, oui, mais Martin, t'abuses la Zawa Prod et pas forcément. Écoute. Je vais juste prendre l'exemple de Moufette, où il y a un an, elle avait sorti la dinguerie sur Twitter, comme quoi, pour résoudre le conflit israélo-palestinien, il fallait déporter les Juifs, mais que, t'inquiète frère, ce ne sera pas forcément génocidaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette sauce. Le seul qui a encore gardé une trace de cette sauce est Psyodélique. Après, on va me dire, mais Martin, tu considères Psyodélique comme une source valable? Alors non, frère. J'écoute suffisamment de Psyodélique pour savoir quelle est la méthodologie du gars, quand il déforme, etc., limite à la seconde près. Voilà, je connais le gars. Je sais comment il procède. Ce que je veux dire par là, en citant Psyodélique, c'est qu'en fait,
votre tiers d'antisémitisme était tellement vénère que même Pseudolique n'a pas eu besoin de déformer vos propos pour vous faire passer pour des gros raslards. Pseudolique s'est contenté de lire vos commentaires sur Twitter. Pour une des rares fois, il n'a pas eu besoin de déformer ou de rajouter des trucs. Parce que c'est pas lui qui a tweeté « Oui, ça ne serait pas forcément génocidaire ». C'est pas lui qui a tweeté « Oui, il faut déporter les juifs ». Enfin déjà, utiliser le mot « déporter » et « juif » dans la même phrase quand tu es de gauche, c'est inenvisageable. Et à l'époque, j'étais encore un peu gentil à l'époque. J'ai pas jugé utile de plomber Moufette. Elle aurait dû vraiment éteindre les réseaux, fermer sa gueule pendant 1 an, lire à balle pendant 1 an et revenir une fois qu'elle aurait été complètement, en tout cas beaucoup moins amatrice. Peut-être un peu plus informée et formée. Parce que c'est une amatrice. Au-delà du tweet profondément antisémite, d'ailleurs, la Zavaprod a été obligée de reculer par rapport à cette polémique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc à un moment donné, il n'y a que au sein de la Zavaprod où il y a des gens qui se disent de gauche et qui sortent de telles dingueries antisémites. Après, je mettrai aussi dans la description un article de blog qui recense tous les propos antisémites de la gauche parlementaire, parce que c'est toujours utile de le rappeler. Donc, que dire de ça? Que dire de ça? Si après tout ça, le mensonge de Boutelja sur la question juive et l'Asie, sur sa réactualisation d'un vieux mythe antisémite et sur ses copinages en Belgique avec un négationniste, à un moment donné, si tout ça pour toi c'est ok, bah, je te l'annonce, cher ami, tu n'es pas de gauche, tu es un rouge-brun. Tu es juste un connard. Tout simplement. C'est indiscutable. Et aux satellites de la Zavaprod, les pantoufles, quelque part Moufette, etc., et d'autres d'ailleurs, barrez-vous. Barrez-vous avant que ça pète vraiment. Je sais, ça ne viendra pas demain, ni après-demain, ni dans 6 mois. Je ne sais pas quand ça viendra. Mais, quand même, mon petit doigt me dit que. Donc, faites attention à qui vous vous affichez. Évitez de mettre le mot déporté et juif dans la même phrase. Et évitez de parler de philosémitisme d'État parce que c'est une notion pour bac -20. Donc enfin bref, c'était Martin Eden et ChatGPT en direct du Wokistan. Bisous à vous.